Bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, bonjour. Mes camarades, Basina Mibande, Bana Nouvel Élan, Bana Munda, Modirabino. Je vais demander à la presse d'accepter que je puisse m'exprimer et en français et en lingala. Parce que ici, je m'adresse en fait à la population. Et vous n'êtes qu'un relais, vous, de la presse. Et je parlerai en français et à lingala aussi. Ceux qui ne comprennent pas lingala pourront peut-être traduire certains extraits pour compléter leurs éléments d'information. Bana Congo Bote. Tokolobela Ikamwetali, offre politique Nabiso. Nous allons parler de notre offre politique, qui est l'offre politique du nouvel élan Mbonda, notre coalition, mais aussi l'offre politique du candidat président de la République. Cette offre comprend 3 volets. Il y a les volets du président de la République, chef de l'État, qui est candidat. En ce qui concerne ces prérogatives du chef de l'État et du président de la République, nous allons expliquer la différence entre président de la République et chef de l'État. Parce que Moutongo Bapé Sagaye Kongo président de la République, chef de l'État. Quelle est la différence entre les deux et pourquoi les deux? Et tel Yami Balé a programme Nabiso et Bouzala pour concerner compétences, il y a gouvernement. Il y a mis ça pour compétences, il y a province. Mingi Bada Koye Bate. Le pouvoir n'a président a dit la compétence, il y a pour ça la bitumba, Kogundisa, ou Babeni compétence, il y a défense dans la sécurité, il y a pour Talamboka par rapport à la pays Moussous. L'État, donc, le chef de l'État a des compétences et d'ali au Kamabambo vis-à-vis du pays Moussou. P, pour jouer diplomatie, dit qu'on va se dire que Canadien a mis Kakatano, tout Bambo comme ça, on a mis Kakatano. Le chef de l'État, par contre, a Foutani, par Bongisi. Il y a une diplomatie. Troisième compétence, c'est d'aller à Kossal et la Kossolo, à frapper mon nom. Wani a dit ma compétence n'a jamais. Boni na bideli ya bokonzi wana eza kosalela. Gouvernement azali pe na compétence na lié. Na ba domaine na lié à compétence. Oyo bakambi yango na premier ministre. Donc étudier yango ikakatano nini ezali kuna. Ensuite, donc étudier pe ikakatano oyo etali pouvoir provincial. Yango pe yali na bokonzi na yango. Lokola boyebi domaine enseignement primaire et secondaire. Il y a les compétences exclusives. Il y a province, santé, agriculture, pouvoir coutumier, route de dessert agricole. Il y a la compétence na yango. Baninga musu balia wa bana ya nouvel élan. Na bana ya Konga. Oui, bati. Ba élection tout ça pour kende. Bana ou ba candidat député provinciaux. Oui, ba matière répondit beaucoup kaposa les na yango campagne. Et pas le peuple à ça poser la Bible.
Oui, mais il y a domaine enseignement primaire et secondaire, domaine agriculture, domaine il y a santé, domaine il y a route de secte agricole. Dans le domaine d'État, il pouvoir coutumier, dès que l'on va titриser ma délai, il y a une responsabilité dans le bien sûr que dans le domaine où on a ma délai, il faut collaboration ou concurrentiellement pour travailler dans le gouvernement central parce qu'il y a pas dit dans les 4 médecins. Alors, dans 3 domaines où on a, il y a échelon, il y a pouvoir, tout ça là, dans le programme, on a dit surtout le Bibou. Qu'est-ce que nous faisons de ces 3 domaines de pouvoir? Chef de l'État et président de la République pour les compétences qui sont les siennes, le gouvernement piloté par le Premier ministre pour les compétences qui sont les siennes, mais aussi la province pour les compétences qui sont les siennes. Quels sont les problèmes que nous, Nouvel Élan, que nous voulons résoudre en venant demander au peuple son mandat? Mais pour dire au peuple ce que nous voulons faire, il faut qu'on étudie ces 3 domaines des compétences. Parce que quand tu vas voir le médecin pour qu'il puisse diagnostiquer ton corps, il est possible qu'il constate qu'il n'y a pas de maladie. Et il va te demander de rentrer. Ce que nous constatons avec nos politiciens du Congo, nos adversaires, c'est qu'ils commencent à prescrire des médicaments, à proposer des réformes, encore que des vraies réformes. Je n'ai pas encore entendu parler de la part des candidats qui lui ont pris le devant. Ils proposent des réformes pour peu qu'il y ait des réformes, sans dire des réformes pour résoudre quel problème. Ils ne disent pas. Ils ne disent pas de quoi souffre le pays, de quoi souffrent les fonctions du président de la République, c'est-à-dire le domaine régalien, quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences du gouvernement, quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences des provinces. Il y a de vrais problèmes. Mais a priori, pour prescrire des médicaments en termes de réformes, il faut dire que ces réformes se rapportent à quel type de problème. C'est ainsi que nous, Nouvel Élan, comme parti, Mbonda, ainsi que moi-même, en tant que candidat à une institution, l'institution suprême, nous avons choisi premièrement de faire le diagnostic. La première partie de notre programme, à travers les différents domaines de compétences que je venais de décrire, consiste à faire une évaluation, un audit, un diagnostic de la situation. Quels sont les problèmes qui se posent au niveau des compétences de l'État, c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République, en ce qui concerne la sécurité, la défense, en ce qui concerne la diplomatie. Sommes-nous capables de défendre notre pays à travers les différentes sous-régions pour les problèmes qui sont les nôtres? Est-ce que nous faisons? Sinon, nous recouvrons à la tutelle de quelle région, de quel président de la République, c'est qui aliène notre souveraineté? Est-ce qu'on a une monnaie convertible qui nous permet de faire les transactions et de payer en notre monnaie, souveraineté sur le plan monétaire? Ça, c'est ce qui concerne l'institution de la République au niveau gouvernemental. Quels sont les problèmes? On diagnostique aussi les problèmes en ce qui concerne l'institution gouvernement. On fait le diagnostic aussi en ce qui concerne les provinces. Est-ce que les provinces, elles existent ou c'est des simples administrations qui ne reçoivent pas du gouvernement les moyens nécessaires pour assumer leurs prérogatives constitutionnelles dont je viens de parler, à savoir la santé, l'agriculture, l'enseignement primaire et secondaire, les routes de l'essai agricole et les pouvoirs traditionnels. Et comment
établissons qu'il y a des problèmes, quelles sont les réformes comme, si vous voulez, après ces diagnostics, quelles sont les thérapeutiques. Les thérapeutiques renvoient aux réformes qu'il faut engager pour résoudre ces problèmes. Troisièmement, toujours dans les cadres de la solution, quel est les coûts? Parce que si vous dites des réformes, il faut dire elles coûtent combien pour les appliquer. Je donne un exemple. Je donne un exemple pour montrer l'intérêt qu'il y a, non seulement à diagnostiquer, mais à, si vous voulez, à donner la thérapeutique. Thérapeutique, quand un médecin, quand vous allez voir le médecin, il peut le diagnostiquer, il constate que vous êtes malade, il propose les médicaments que vous devez ou les examens que vous devez faire, il va vous prescrire et les examens et le médicament à prendre. Il faut des ressources. Quel est le coût de cette réforme ou de cette thérapeutique qu'il vous propose? C'est ainsi que nous avons, nous, évalué et chiffré les coûts des réformes que nous voulons engager. Et là où il ne s'agit pas que des réformes, les coûts des investissements qu'il faut réaliser. Je voudrais insister sur la notion de réforme. Je donne un exemple. Vous constatez dans le diagnostic que l'enseignement primaire et secondaire, ça ne va pas. Vous n'avez que, et c'est le cas à ce jour, vous n'avez que plus ou moins 800 000 enseignants que vous payez au lieu de payer 1 million d'enseignants. Et que le 1 million d'enseignants, dont 200 000 ne sont pas payés, pour lesquels il faut chercher l'argent, il y a un deuxième problème, c'est que même ces chiffres-là ne correspondent pas aux besoins. Non seulement il faut chercher l'argent, tous les coûts de cette réforme, pour payer les enseignants qui ne sont pas payés, qui travaillent presque gratuitement, mais aussi il faut augmenter le nombre d'enseignements de l'école primaire, secondaire, et parce que la population scolaire augmente de 2 millions chaque année. Alors l'effort consistera à constater après les diagnostics, et c'est le cas en ce qui nous concerne, ici je dis que la démarche, c'est de constater, nous constatons, quand on fait le diagnostic, on a 1 million d'enseignants, alors qu'on devait en avoir un peu plus. Et que les 1 million d'enseignants ne sont pas bien payés. On leur paye, pour ceux de Kinshasa, 200 $, pour ceux du chef-lieu des provinces, 150 $, et pour ceux de l'intérieur, c'est-à-dire des territoires et autres villes, en dehors des villes où sont les chefs-lieux des provinces, on leur paye 100 $. Vous dites, je dois niveler pour que tous les enseignants aient le même salaire, au même grade. Il y a des hypothèses. Soit que vous réduisez, ramenez tout le monde à 100 $ pour éviter l'injustice, c'est un nivellement vers le bas. Soit que vous augmentez tout le monde à 200 $ pour rééquilibrer ce que d'ailleurs j'ai fait en mon temps, de manière à ce que les enseignants aient même le même salaire. Ça, c'est un premier effort. Un deuxième effort qui consiste à dire nous augmentons pour tout le monde. On passe de 200 $ pour tout le monde à 300 $. Ce que je compte faire, nous allons le démontrer ici avec des chiffres. Voilà en quoi les réformes impliquent un coût. Réforme d'amélioration des conditions sociales des enseignants, réforme d'uniformisation du salaire et réforme pour payer ceux qui ne sont pas payés. J'ai parlé de 200 000 qui ne sont pas payés sur un total d'1 million. Voilà l'une des réformes et comment elles se chiffrent en termes d'augmentation. Nous pouvons aussi le faire pour ce qui est des magistrats. Les magistrats aujourd'hui, ils sont plus ou moins 8500 magistrats, dont 500, dont 5000 ou 5500 sont déjà nommés et travaillent. Il y a 2500 qui, sur les 5000 qui s'ajoutent, 2500 qui vont bientôt être payés et entrer en fonction. La question est de savoir est-ce que 8500 magistrats, c'est le nombre qu'il faut pour être dans le ratio international.
Nos réformes montrent, notre évaluation ensuite, les réformes que nous proposons montrent que nous avons 8500 magistrats en perspective, dont 5500 sont déjà en place, et qu'il faut améliorer, augmenter les salaires pour les 2500 autres, mais surtout en perspective, augmenter le budget 2024 de plus ou moins l'équivalent correspondant, si vous voulez, non seulement payer les 2500 magistrats qui vont entrer en fonction en 2024, mais aussi augmenter les salaires de magistrats qui aujourd'hui, pour ceux d'en bas, touchent 1000 ou 1500 dollars, plutôt 1200 dollars, pour qu'ils atteignent 2000 et 3000. Ça fait partie de notre programme. Et nous allons le voir à la hausse. Et les rémunérations des magistrats à tous les niveaux, mais aussi et l'augmentation pour atteindre les ratios et passer les 8500 qui sont déjà inscrits et dont 5000 sont déjà en train d'être payés, qui sont mécanisés, et passer à 15 000 magistrats pour que les ratios qui doivent être de 5 000 magistrats pour 5 000 magistrats pour, non, plutôt un magistrat pour 5 000 Congolais. À ce jour, nous avons un magistrat pour 15 000 Congolais. Voilà les réformes qui nécessitent un financement et pour lesquelles, en partant du budget d'aujourd'hui qui est de 10 milliards en ressources propres, en partant d'un budget aujourd'hui qui est de 10 milliards de dollars en ressources propres, quelles sont les augmentations que nous devons faire et que nous avons fait dans nos prévisions, parce que je voudrais indiquer en passant qu'aujourd'hui nous parlerons uniquement du financement, du coût de notre projet politique, du financement, du mode de financement de ces coûts pour les 10 prochaines années. Tout ce qui est réforme, et avant les réformes, tout ce qui est diagnostic, ça se trouve dans notre document. Nous allons l'exposer au fur et à mesure que nous battrons campagne pour dire à chaque fois quel est notre diagnostic, quelles sont les réformes que cela implique, quel est le coût financier pour couvrir ces réformes. Alors, s'agissant du coût financier de notre programme ou de notre offre politique, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité, parce que vous risquez d'être pollué par les autres candidats et même leur parti politique. En parenthèse, retenez, chers compatriotes, militants de Nouvelle-Zélande et Mbonda, qu'il y a eu une confusion dans la tête de nos candidats, de nos adversaires. Nous allons en parler. Retenez tout simplement que les budgets doivent suivre le temps nécessaire pour mettre en maturation les réformes. Vous ne pouvez pas, et ici j'indique cela avec insistance, vous ne pouvez pas faire un budget de 5 ans, comme c'est le cas avec les candidats des petits candidats président de la République que j'ai suivi. Faire un budget de 5 ans pour un pays comme le nôtre, même le pays déjà développé, la France, les États-Unis, les candidats viennent avec des budgets de 10 ans. C'est très important. Et notre programme, son coût financier s'étale sur 10 ans. Faites la différence dans les domaines, je vais donner un exemple dans les domaines agricoles. Suivant que vous êtes jardinier, vous faites jardin potager, ou vous êtes agriculteur, vous faites les maniocs, ou que vous avez une plantation, vous faites l'huile de palme, et que vous devez financer ces projets avec vos ressources propres et avec un emprunt. Vous ne pouvez pas demander un crédit de 2 ans ou d'1 année pour financer la plantation d'EVA, des palmiers, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas emprunter de l'argent
à rembourser en 5 ans pour faire le jardin potager. Parce que le jardin, si vous plantez les légumes, si vous plantez au bout de 2 mois, 3 mois, vous avez déjà les résultats. Vous n'avez pas besoin de vous endetter pour 1 an. D'ailleurs, personne, aucun banquier ne vous prêtera de l'argent long terme, entre guillemets. Il va vous dire, je vous donne l'argent à rembourser dans 2 mois. Le temps pour vous de défricher le sol, etc., de commencer à planter. Au bout de 3 mois, 4 mois, vous aurez déjà la récolte et donc vous pouvez vendre, récolter et les rembourser. Donc vous aurez un crédit très, très court terme. Mais si vous faites une activité qui vous prend 2-3 ans avant d'atteindre la maturation et vous commencez à récolter et d'avoir un cash flow, on va vous donner de l'argent. Les banquiers vont dire, je vous donne un crédit moyen terme sur 2 ou 3 ans. Parce qu'au bout de 2-3 ans, vous serez en mesure de planter, de voir votre champ de manioc donner des résultats, vous pouvez récolter et être en mesure de rembourser au bout d'1 an, 2 mois, chaque année d'ailleurs, après une période d'investissement pour lesquelles vous allez demander les financements. Même chose pour ce qui concerne celui qui fait les VA ou les paniers. Lui, on doit plutôt lui prêter de l'argent pour 5 ans, 6 ans. Parce que le temps de labourer, le temps de planter, le temps d'avoir des résultats pour commencer à rembourser, en réalisant un cash flow sur lequel il va prélever de quoi rembourser, il faut un minimum de 5 ans. S'il en prend pour 2 ans, au bout de 2 ans, avant même les plantes n'aient donné, il sera déjà rédevable. On va commencer à lui demander de rembourser l'argent. Il risque de s'endetter encore pour rembourser parce qu'il a eu l'argent à court terme, là où les délais d'activité, les délais d'amortissement est beaucoup plus long. Disons les premières années de remboursement et du principal et des intérêts. C'est ça pour notre pays. Je ne vois pas quelle est l'institution sérieuse pour des investissements long terme pourrait accepter et nous prendre au sérieux si nous demandons de l'argent pour 6, 7 ans et engager l'avenir du Congo qui a encore un déficit de routes, des ponts, d'investissement pour l'hydroélectricité, c'est-à-dire par exemple le IGA. Personne ne peut nous prendre au sérieux si nous présentons à la fin du monde des programmes de 5 ans, alors que nous avons tout à faire dans le domaine des infrastructures. Je ne sais pas si vous allez lire le document, je peux l'exposer comme ça. S'agissant de notre budget, ou si vous voulez, de notre plan de financement. D'abord, il est de 5 ans, plutôt 10 ans, avec 2 séquences, 5 ans, 5 ans. Ça correspond à 2 mandats. Vous allez me poser la question, mais comment vous préconisez un plan, un programme de 10 ans, alors que vous demandez le mandat de 5 ans? Ça, je l'ai dit à nos camarades militants et autres compatriotes qui les suivent. Vous allez même dans le pays développé, où ils n'ont plus d'infrastructures à financer. Généralement, les projets sont à très long terme, 10 ans. Vous allez suivre les différents candidats en France parce que c'est le pays avec lequel nous parlons la même langue. C'est toujours des programmes, des plans de 10 ans, alors qu'ils n'ont plus grand-chose à financer comme infrastructure. Parce que la mise en œuvre d'un programme exige une certaine continuité et tout en ayant un mandat de 5 ans, il peut engager la République du fait de ce mandat sur le long terme et des projets que les autres présidents qui vont gagner après lui, même s'ils sont de l'opposition, ils devront respecter ça. Parce que c'est des projets engagés par une autorité qui avait la légitimité et qui avait des compétences pour engager la République. Ici, nous parlons de la République française. Donc, notre programme, il s'échiffre pour les 10 années à venir à 300 milliards de dollars. Est-ce que tu as gagné? 300 milliards de dollars.
À quoi sont destinés ces 300 milliards de dollars et comment les mobiliser ou les financer? D'où viendra cet argent? Avant de parler de l'origine de ces 300 milliards, je voudrais d'abord vous utiliser, parce que nous utilisons ici le principe de la primauté des dépenses. Et si nous avons tout, ce que vous allez tata à base, na madame, pour la budget, il y a famille pour le mois ou le trimestre. Est-ce que déterminer nos besoins, nos dépenses, tout va déterminer la recette, à partir de la recette, nous pour ça, la dépense. La majorité de nos parents, on est à la tête des familles. Les principes des ménages, les lots, d'abord les besoins, on chiffre nos besoins sont autant, ensuite on cherche les moyens qui correspondent à ces besoins, ou vous faites vos besoins en fonction des recettes que vous avez. Moi je vous dis a priori, peut-être que ça viendra dans le débat, on commence par évaluer les besoins, la primauté des besoins. En vertu de ce principe, j'ai déterminé en disant que pour le Congo, pour les 10 années à venir, nous avons besoin de 300 milliards. Maintenant, ces 300 milliards, avant de chercher à savoir d'où ça viendra, je voudrais vous dire que la problématique pour moi, pour nous, Nouvel-Élan et Bunda, était de savoir quels sont les besoins de ce pays-là, du Congo. Nous avons dit que c'est 300 milliards. Ça s'est réparti comment ces besoins? Une partie, c'est déjà de l'argent que nous avons et que nous avons chaque année à partir des 2 dernières années. Là, nous jetons le fleur à M. Tshisekedi honnêtement parce qu'il a triplé le budget de l'État. Ils avons voté. Mais maintenant, pour vous poser question, le moment venu, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Ils avons voté. Mais, je l'ai dit en tant qu'ancien Premier ministre de ce pays, moi j'ai trouvé dans les cadres comme chef de la majorité, Premier ministre, trouver le budget à 850 millions l'année qui a précédé la nôtre. On a doublé l'année suivante, de 850 à 1,6 milliard. Et en partant, fin 2011, nous avons laissé le budget à 3 milliards et demi. On a quadruplé. Je dis bien qu'on a quadruplé. Mais maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que nous avons fait de cet argent-là qui s'est ajouté aux 850 qu'on avait trouvé. Nous reviendrons là-dessus ici pendant le cadre de cette intervention, dans d'autres interventions, pour dire, je le dis sommairement, on a augmenté, on a quadruplé le salaire des fonctionnaires. On a doublé les salaires de professeurs d'université après avoir doublé les effectifs de professeurs. On a doublé les salaires de médecins. Donc globalement, alors que le FMI, dans ses traditions, n'acceptait pas que le salaire représente 40% du budget des recettes. Mais nous, on l'a fait. Nous avons démontré que le pays était au sous-emploi de son potentiel et qu'il fallait injecter la liquidité au profit de la population à l'arrière-pays pour activer la valeur ajoutée ou la production nationale, ce qui a été fait et notre PIB a augmenté. Nous étions avant cela en mesure de payer cet argent parce que nous remplissons tous les critères macroéconomiques. Nous risquons de ne pas être en mesure d'utiliser cet argent à cause de la déficience de nos administrations et de notre pouvoir politique.
vais m'arrêter ici pour vous donner l'occasion de poser une question. Je vous remercie. Merci beaucoup les candidats numéro 4. Sous vos applaudissements, nous C'est très marginal. C'est le secteur agricole qui, s'il participait à la croissance, pouvait distribuer la richesse au profit des Congolais, parce que c'est un secteur non seulement qui rémunère grandement qui rémunère le travail, mais aussi parce que ce travail-là serait congolais. Les surplus générés là-dedans profiterait à rémunérer le paysan congolais et vous augmenterez son pouvoir d'achat. Et en même temps, cette agriculture couvrirait nos besoins de consommation, au lieu que nos besoins de consommation soient couverts par des importations. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a besoin de beaucoup de devises pour importer à manger, là où on devait faire des économies de devises et surtout créer des devises en produisant sur le plan agricole aux voisins et à l'étranger et faire des économies de coûts parce que nous importons des devises, parce que nous importons sur la balance de paiement, parce que nous importerions moins. Donc c'est tous les paradigmes qui sont modifiés. Alors là, quand vous me posez la question de savoir s'il y a des financements extérieurs, je vais accepter ou pas. Oui, j'en cherche pour financer les routes, donc les routes nationales, provinciales, mais surtout des districts agricoles, dont dépend l'accroissement, l'augmentation du PIB et du PIB au profit des Congolais, parce que dans le secteur agricole, ils participent à la création de ce PIB. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les secteurs miniers qui, en fait, contribuent à plus de 90% à l'augmentation de la richesse. Votre première question, je vais commencer par les bas. C'était la seule question. Hein? Oui, c'était la seule question. Bon, je vais répondre aux 3 premières questions. Vous dites la rétrocession. Bon, vous dites que je puisse donner quelques mesures par les mesures trop importantes, mais je mets l'accent sur la rétrocession. Il faut une réforme qui rend automatique la rétrocession au profit des provinces pour leur permettre d'exercer leurs prérogatives aujourd'hui confisquées par le pouvoir central. Ce qui fait d'ailleurs que nous ne sommes pas devant des provinces. J'ai dit que nous n'avons pas de provinces. On n'a que des entités déconcentrées et non pas décentralisées. Le pouvoir de province est confisqué par le pouvoir central. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Et donc le pouvoir central confisque les ressources qu'il gère et rétrocède peu et mal, ne permettant donc pas aux provinces d'exercer leurs prérogatives. La mesure phare, c'est la ligne de mesure phare, c'est en fait l'effectivité de la rétrocession. Deuxième mesure, dans le même contexte, nous voulons que la rétrocession aux provinces passe de 40% à 50%. Et que le fonds de péréquation retienne 10% au profit des provinces supposées pauvres. Moi, je considère que toutes les provinces sont pauvres. Ça ne sert à rien. Quel est l'eau? Comme ma projet à Malabo et Baninga wana mususu bacha au poids, pour que projet ezali Malabo. Et puis quand on parle de Katanga, lequel, parce que quand on a fait toutes ces choses-là, les rétrocessions, les Katanga étaient un. Il y avait les Haut-Katanga, il y avait les Olomami, il y avait les Tanganyika, ainsi de suite. Il n'y avait que les Haut-Katanga qui d'ailleurs aujourd'hui participent pour l'essentiel à la rétrocession. Et retient plus ou moins beaucoup plus de la rétrocession qui pour moi est déjà insuffisante. Et que cette même province n'a pas de ressources propres en termes significatifs. Donc il faut augmenter la hauteur de la rétrocession et augmenter et puis maintenir les 10% pour que l'État régalien se contente de 40%. Au lieu de 50%. Je dirais 60% actuellement parce que même la caisse de péréquation ne fonctionne pas. L'État s'accapare de tous les 60%, je dirais même de tous les 100% en termes d'émission. Donc ça c'est la ligne de mesure phare. Mais je tiens aussi à la titrisation des terres. Titrisation des terres. Parce que la terre aujourd'hui, depuis Léopold II, qui a confisqué le sol et le sous-sol, quand il est parti, il a laissé la Belgique qui avait le contrôle et la propriété du sol et du sous-sol. Et quand nous sommes devenus indépendants, ces sols et sous-sol est revenu aux Congolais, mais pas au peuple congolais qui étaient les propriétaires originels des 450 tribus qui ont signé avec Léopold II, qui lui ont cédé toutes les terres.
Parce que l'eau pour donner là, c'est juste d'espace à faire la chasse, la pêche et couper le bois. Jusqu'à ce jour, la terre appartient à l'État. Cette fois-ci, l'État congolais, supposé être le gestionnaire de la terre, ce dont je doute parce qu'il ne fait pas la mise en valeur. Les espaces qui sont confisqués, enfin, qui font l'objet de l'exploitation, sont loin d'être des espaces destinés aux Congolais, moins encore aux communautés locales. Je veux qu'on titrise les terres, de manière à ce que les terres titrisées aillent auprès des communautés locales à qui il faut donner une personnalité juridique pour qu'ils aient des espaces, qu'elles aient ces entités-là des espaces, notamment les communautés, les autorités locales et traditionnelles, et puissent négocier un partenariat avec les investisseurs étrangers sur leurs terres utilisées, quitte à ce que l'État garde d'autres terres, notamment les terres, les espaces, les forêts et autres, dans le cadre de la copropriété. C'est une mesure que nous allons bien expliquer, parce que c'est le début du capitalisme endogène. Et quand je parle de la terre, je ne parle pas de la terre comme les sols, mais aussi les sous-sols. C'est un grand débat. Je me limite là parce qu'il y a beaucoup de mesures. C'est 40 au niveau national, au niveau du gouvernement central, c'est 10 au niveau régalien, c'est-à-dire du chef de l'État, et 10 au niveau provincial. Alors, à propos de l'opposition, à propos du programme commun de l'opposition, moi j'ai entendu, j'ai suivi quelques projets présentés. Bon, il y en a même qui n'ont pas présenté une offre politique, mais qui se sont limités à présenter un projet de société. Parce que vous connaissez la différence entre le projet de société et programme. Vous connaissez la différence? Il y a des candidats, au lieu de présenter un programme pour lequel ils veulent. Parce que le programme, c'est des mesures concrètes, des projets concrets que vous voulez financer pour les 5 ans ou 10 ans. Mais le projet de société, c'est comme la Bible. Les pasteurs ne viennent pas énoncer le principe biblique dans l'ensemble, ils viennent vous donner des enseignements sur un domaine spécifique en rapport avec la semaine, pour parler des catholiques. Donc, au-delà du projet de société, qui est en fait le catéchisme du parti, le principe de base. Vous êtes de quelle idéologie? Vous voulez quel État? Tous les principes. Vous êtes de gauche ou de droite. Ça, c'est la vision à long terme. Et cette vision, il faut la matérialiser avec des mesures concrètes et des coûts pour un mandat. C'est des choses concrètes et chiffrées. Ce n'est pas un projet, parce qu'un projet n'a pas de chiffres. Un projet dit les principes, les faisceaux de valeurs que vous défendez. Je crois qu'il y a une grave confusion à ce sujet. Suivez attentivement, vous allez sentir que tous ces politiciens, vous sentez qu'ils passent leur temps à s'y chamailler. Ils passent. C'est difficile. Bon, moi je ne suis pas contre la chamaillerie. Mais la chamaillerie, ils ont le pour soigner l'équipe Moussala. Vous soignez la collègue Moussala. Vous la colibé, ma boîte, mais c'est honteux. Nous ne pouvons pas nous permettre cela, on n'a pas le temps même de... Non. Il faut dire, vous voulez faire quoi, quel est vos diagnostics, quelles sont vos mesures, et comment vous allez faire. Mais vous savez que 30... Intelligent. 30... Et bien, c'est chamaille beaucoup, hein. Parfois, quand on voit qu'elle a, les visions, projets et l'équipe, parfois qu'elle a. Chez nous, il y a plus de bois qu'elle a que des projets et des visions. Mais c'est honteux. Nous n'avons pas le temps de nous chamailler. Nous avons le même peuple, chacun s'adresse à son peuple. Qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il est là? Les avons voté. Il y a des polygames, hein? Est-ce que parmi nous, il y a des polygames bazali? On va soigner la moussala, aussi qu'il va s'en avoir la balle, on va soigner la mobile. Jalousie, jalousie, jalousie. Jalousie.
alakisa mbanda na ye ayebi kolamba alambela mobali na bana soki eza tour na ye bana baliaka atan na mbongo moke azosala makusa ebele na mbongo moke kaka yo kosala na yo kopakola tile otini kosala te olingi kaka bonzemba okonzele banzeli boyilinga na terre olingi kaka bolingo me mosala oyo eseliki bolingo ezala oyebi te eza bongo bazoswana eloko mpe baoswanela ole baswanela Congo me bazoswanela mokonzi ole bazalakisa ye mosala na ye bareforme na ye ezali boye budget na ye ezali boye akosala mpona Congo etele boye bazokwakana kaka bango akelaka ya leki moninga moleki ye na nini
Kinshasa bakaboli yango biteni misato. Biteni moko ezali 10%. Yango Kinshasa ezali 10 000 km². Napesi bino ordre de grandeur. 10% yango de 22 communes evandi. Plus ou moins 1000 km². 22 communes evandi kaka na 1000 km² sur les 10 000 km². Commune moko sele yango moko ezali na monene lokola commune 22 communes wana na monene yango ezali mpe kaka 10%. Mpona bato bazali à peu près koyokana 1 million. Parce que Kinshasa doit 20 millions d'habitants. 18 millions, bavandi na etenyo eza 10%. 1 million, bavandi na sele. Sele yango moko koko. Toka na malamu. Boza na ba occasion ya kolomba chiffre ya bonité. Yango te kolongola bino na kikungu. Parce que le temps où on y va makambo wana, kuta osaka na bino susu na date. Isele ya moko ya monene ndenge moko banda kompeti okei na te okei ti na aéroport ezali à peu près 1000 km². Donc 10% na monene ya Kinshasa yango wana 10%. Mais bato baza kuna baza 18 millions d'habitants. Donc basangani wana ziti 1 million ya bato bavandi na nzele yango moko sele eza monene lokola monene ya oyo bisika bato 22 plutôt bisika bato ya liboso batatu 18 millions bazali nzele yango moko eza 80% ya superficie mais bato bavandi kuna environ 1 million. Donc Maluku donc eza 80% espace mais bato bavandi kuna baza presque 10%. Yango nde bongi tofungola yango totonga banzela totonga mboka totonga totia logement tosala crédit social todevelope yango yango nde ekopesa bakino ya misala ntango boza kolela ke biso bachômeur bino bana Kinshasa bomoyi bozala bachômeur boza capable ya kosala misala ya maboko boza capable ya kozala babrigetier boza capable ya kozala bacharpentier bokoyokola kosala na 2 semaines pour voir mayele nini et puis na sikoyo bokosala boza capable basala bino bamiracle meme ya 5 000 10 000 bazokaka bino mbongo au bout de 2 ans bino nyonso kozala déjà na bandako eza bongo te tokolobela yango parce que tolobiki programme na biso tokodevelope yango au fur et à mesure mpona yo kose plaindre en tant que bachômeur yango na bake bino bana Kinshasa bokozala bachômeur te soki tolobi todevelope kote ya Maluku kuna mpona bato batondi epai boye na 22 communes oyo kombiti na nini kuna na Kimbasete bakoka kozwa misala ndenge bakota na secteur ya construction bakoka mpe kozwa bandako babanda kosedeje mpo Kinshasa ya kotolo ezwa nanu mwa mopepe eza bongo te. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous avez bien parlé concernant votre passage en qualité de l'ancien Premier ministre. Présentez-vous. Oui, excuse. Je m'appelle M. Mathieu Nzakou. Excusez-moi. Merci. J'allais dire ceci, Monsieur le Président. Vous avez parlé là, sitôt que... Et l'organe. Présentez-vous, donnez l'organe. Allez-y, en français, je pourrais traduire. Allez-y. Oui. Vous avez parlé de M. Mathieu Nzakou. Je suis déjà répondu. Oui. Vous avez parlé en qualité de l'ancien Premier ministre, le budget de 3 milliards 200 que vous avez laissé depuis 2011. 3 milliards 200. Vous avez 3 milliards 500. Merci, Président. Vous avez démontré comment l'avancement et les avancements, ainsi de suite. Mais je vous pose une seule question. Si Cole, en qualité de président de la République en 2024, parce que chiffre na 24, c'est que 2024, ils ont vendu nouveau départ. Est-ce que vous travaillez dans la voleur au Baleka, au Sala, ma carouchou sur 6 ans, pour permettre que
vol ezalate na kati ya Congo. Merci. Le suivant. La réponse à la question, parce que si vous êtes donné, vous avez un temps. Merci. Mon cher ami, merci na mukuno yoku. Oui, mais on a travaillé dans l'institution de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. La salle conclusion, il y a la revue, pour permettre de ne pas annuler les dettes, pour permettre que FMI et Banque mondiale bandent qui sont au Kakoko Tagnon. Les avons voté. Alors, je suis un modèle de ce point de vue-là. Donc, transparence, rigueur, évaluation. Parce que dans la Rolobaki, Togo Tagnon doit carrer à 60 milliards. Il faut que les bailleurs de fonds multilatéraux ou bilatéraux. Multilatéraux, ils vont prêter l'argent sur le marché financier international. Mais les FMI et la Banque mondiale, qui sont les gendarmes, qui sont la caution pour un endettement et qui en assurent la suivi de gestion, devra être là pour certifier nos comptes, pour s'assurer que la gouvernance est transparente, pour s'assurer que nous sommes capables d'utiliser cet emprunt, mais aussi de rembourser sans entrer en faillite. Donc, nous formerons le gouvernement. D'abord, je vous dis en passant qu'il est difficile au niveau gouvernemental de réaliser la majorité parlementaire nécessaire. Je présume, si vous lisez, je crois, la 8e publique, vous allez voir qu'en termes de majorité présidentielle, la majorité parlementaire, aucun parti n'atteint 20%. Et c'est là depuis que nous avons repris à la démocratisation. Les partis sont trop faibles et il est possible qu'on en soit à l'organisation d'une coalition qui sera difficilement mise en place et qui va dépasser le seul cadre de l'Union sacrée. Donc nous, si nous avons la majorité présidentielle, nous serons obligés de nous ouvrir à l'Union sacrée pour former la majorité parlementaire. Et c'est cette majorité parlementaire qui devra faire le travail avec un Premier ministre et des trois ministres. Nous voulons faire fonctionner l'institution judiciaire comme on aura et aussi faire que le Parlement soit à la hauteur pour sanctionner, soit judiciairement pour ce qui est du pouvoir judiciaire, soit politiquement pour ce qui est de la majorité parlementaire, le gouvernement qui ne va pas bien gérer les choses. Merci. Oui, merci pour la parole. Moi, c'est le journaliste Emmanuel Loufia de l'agence congolaise de presse ACP. Alors, monsieur Mouziki, vous avez dénoncé les contrats signés au Congolais, un contrat qui n'a pas profité aux Congolais. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays florissants en matière financière et économique dans le monde. Pensez-vous qu'il ne serait pas un partenaire fiable en cas de votre accession à la magistrature suprême? Alors, la deuxième question. Le régime actuel, le régime de M. Tshisekedi, est en train de mener des discussions jusqu'à avec la partie chinoise pour pouvoir rééquilibrer ces contrats sino-congolais. Si c'était vous à la manette, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous annulé systématiquement les contrats ou penseriez-vous à pouvoir l'améliorer? S'il vous plaît, Toyokana, Olibissa, Toyoka, candidat à la mission numéro 24, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. En ce qui concerne les contrats sino-congolais, moi je crois que les Chinois nous doivent plus que le 2 milliards 200 qui restent parce qu'ils font des intérêts de retard. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas décaissé cet argent alors que nous l'avons presque déjà remboursé avec les cash flows qui nous reviennent, plus ou moins 32% du cash flow réalisé par Sigomi. Et qu'on a déjà, on doit avoir beaucoup plus d'argent qui devait servir au remboursement de cette dette et qu'aujourd'hui on aurait déjà des routes, les PIB du Congo auraient augmenté. Et voilà que nous ne l'avons pas fait. Il y a un coût d'opportunité en termes de développement du Congo à cause de ces contrats qui n'a pas été respecté et pour lesquels nous avons donné en gage l'exploitation des non-minéraux. C'est tout simplement inexplicable et inacceptable.